La saison 4 est présentée par Groupe Humanova, engagé à transformer les parcours professionnels et les milieux de travail en plaçant la santé organisationnelle au cœur de chaque démarche. Allô, Sivan! Bonjour! Comment ça va? Ça va super bien, merci. Oui, on est très contente Oui. de t'accueillir sur le podcast. Merci d'être là. Merci, ça fait Oui. plaisir. Oui, vraiment. puis avant qu'on débute en fait notre sujet du jour, est-ce que tu voudrais t'introduire pour Oui. les auditeurs, auditrices qui ne te connaîtraient pas? Oui, parfait. Donc, mon nom est Sima. Je suis une consultante en équité, diversité et l'inclusion, donc EDI. Et je suis la fondatrice d'une compagnie qui s'appelle Bernie Conseil, qui est une firme de consultation. On spécialise dans la gestion de la diversité et les stratégies, beaucoup de formations sur plusieurs sujets liés à la diversité, équité et l'inclusion. Est-ce que tu as un background académique quelconque ou... Oui, c'est une bonne question. Donc, en fait, j'ai commencé ma carrière comme comptable agréé. Donc, ouais, je n'étais TCPA. même pas en ressources humaines. Donc, puis je raconte toujours l'histoire parce que mes parents, qui viennent de l'Inde et Pakistan, étaient très, je dirais, ils mettaient beaucoup d'influence sur les choix de carrière. Ouais. Puis, ils voudraient que je poursuive un métier qui était plus professionnel, donc comme médecin, avocat, etc. Donc, j'ai choisi comptable. Ouais. Donc, j'ai fait la comptabilité, j'ai eu mon titre CPA, Ouais. mais après 2 ans, j'aimais pas pour toi. pas ça. Puis, j'aimais beaucoup plus les ressources humaines. Puis, dans mon bac, j'avais le choix de prendre certaines cours en ressources humaines quand même, puis j'ai adoré ces cours-là. Donc, j'ai retourné à l'école, j'ai fait un MBA, puis je suis allée plus vers les ressources humaines. Là. Mais je dirais, la plupart des choses que j'ai apprises, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine. Là. Donc, mon premier rôle en ressources humaines était avec la Banque nationale en 2003, comme conseillère équité et emploi et diversité. Donc, donc, ça date vraiment plus de 20 ans. Donc, je dirais, j'ai appris beaucoup, beaucoup sur le coup dans les dernières 20 ans. Est-ce que c'est de là Et que c'est c'est ça. parti ton intérêt pour Oui, l'EDI? c'est ça. Je savais même pas que ces rôles existaient. Ok. Tu sais, j'avais toujours comme, je pense que dans mon MBA, j'avais suivi une course sur les différences culturelles, tu sais, Ok. entre les pays, en business, etc. Ouais. Puis j'étais fascinée par ça. Puis en fait, mon premier rôle, c'était pas en ressources humaines après mon MBA. J'étais dans le département de comptabilité. Comme tous les chercheurs d'emploi, tu sais, on trouve pas nécessairement ce qu'on veut tout de suite. Donc, je dis, OK, je vais travailler un peu en comptabilité. Puis mon patron a été super fine. Puis elle dit, mais je connais du monde en RH à la banque, donc je vais vous introduire. Puis finalement, il y avait une poste en équité et emploi diversité OK. qui finalement avait besoin de quelqu'un qui connaissait les chiffres parce qu'il y avait beaucoup d'analyse de données. Tu sais, on regardait un peu les démographiques des employés, puis il fallait des comparaisons. Donc, c'était ma porte d'entrée. Puis je savais même pas que ce rôle existait. Donc, depuis ce temps-là, j'étais comme, wow, je pense que j'ai vraiment trouvé ma place là-dedans. Puis Ouais. moi, je suis curieuse de savoir, c'est quoi ta définition, ou à moins qu'il y ait une définition plus générique, Oui. mais de l'équité, diversité, inclusion. On a eu aussi quelqu'un qui nous en avait discuté Oui. aussi sur le podcast. Fait que je suis curieuse de savoir, toi, ta Ouais. vision. Ouais. Oui, c'est donc si on commence avec diversité, pour moi, c'est comme tous les profils, tu sais, c'est de tout. Puis dans les médias, on met beaucoup d'emphase sur l'identité de genre ou, tu sais, c'est intersexuel, race, ethnicité, mais diversité, c'est tout, là. C'est l'âge, c'est statut socio-économique, c'est quel département on travaille, si on est là depuis 20 ans, une jeune qui vient de travailler. Donc, c'est tous les éléments qui nous distinguent et aussi l'intersectionnalité entre ces différents éléments-là. Donc, c'est un peu comme toutes les choses qu'on peut trouver dans une personne, tous les différents éléments. Et pour moi, équité, c'est s'assurer que peu importe ces différentes dimensions qu'on a ou on amène au travail, par exemple, qu'on a tous le même accès aux opportunités, qu'on peut tous accéder à qu'est-ce qu'on veut, les rêves qu'on a. Et l'inclusion, en fait, pour moi, c'est le sentiment. C'est le sentiment d'appartenance. C'est que, OK, oui, on est tous différents, mais est-ce que je me sens partie du groupe? Est-ce que je peux m'épanouir dans mon travail? Donc, c'est vraiment comme le série, je dirais. Puis, tous les éléments sont importants. Il y a beaucoup d'entreprises, mais ils mettent beaucoup d'emphase sur la diversité. Tu sais, on doit embaucher la diversité, puis on va en parler. Ouais. Mais si on embauche tout le monde,
Mais il y a des personnes qui sont pas à l'aise au travail ou qui se sentent pas nécessairement que leur voix compte. On tire pas de ce profit de ces diversités-là. Donc, il faut avoir tous les éléments, diversité, équité, l'inclusion, je trouve. Ça met une belle... Oui. Ça l'amène notre sujet un peu d'aujourd'hui, j'ai l'impression, sur le recrutement comme plus inclusif qu'on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Là. Mais pour toi, en fait, c'est quoi un recrutement inclusif? Oui, donc recrutement inclusif, c'est que c'est un processus où on peut vraiment chercher le meilleur candidat. Puis je suis sûre que vous avez déjà entendu les gens dire comme moi, je veux juste le meilleur candidat pour le rôle. Puis on veut tous le meilleur candidat. Mais peut-être le meilleur candidat vient dans un package qu'on n'attendait pas, ou peut-être notre processus n'est pas équitable, puis cette personne-là n'applique même pas. Donc, un recrutement inclusif, c'est un recrutement où tous les profils ont accès. Puis là, on peut vraiment aller chercher le meilleur candidat. OK. OK. Fait que dans le fond, parce que dans le fond, de ce que je comprends, c'est que peut-être dans certains cas, certains profils n'ont pas accès à certaines offres d'emploi. Qu'est-ce qui fait que certains profils n'ont pas accès à certaines offres d'emploi? Mais même si juste on regarde où est-ce qu'on affiche des rôles, tu sais, il y a peut-être des personnes super intéressantes, mais qui n'ont même pas vu l'affichage parce qu'on on l'affiche toujours dans les mêmes universités ou peut-être on le met sur LinkedIn, mais il y a tout un profil qui ne regarde pas LinkedIn. Tu sais, c'est par les âges, générations. Donc, ça peut être ça. Ou ça peut être aussi nos critères de présélection qu'on a mis certaines exigences, que là, on élimine certains candidats qui auraient pu être très bons, mais là, on a besoin de tel titre, mais finalement, on n'avait pas vraiment besoin de ce titre-là, mais la personne n'a pas postulé. Donc, il y a plein de sortes de différentes choses qui peuvent empêcher la bonne candidate d'appliquer. Puis est-ce que toi, avec ton expérience, est-ce que tu as des conseils à donner pour aller toucher le plus grand nombre de personnes? Oui, mais je dirais comme juste l'affichage. Si on commence vraiment avec le processus, l'affichage comme tel. Mais pas juste où est-ce qu'on l'affiche, mais qu'est-ce qu'on met là-dedans. Donc, la première chose, puis je dirais la première chose, c'est de regarder c'est quoi les critères. Puis vraiment se questionner, est-ce qu'on a besoin de ces critères-là? Parce que il y a beaucoup d'études qui démontrent que certaines personnes ne vont pas appliquer si la liste de critères est trop longue. Et il y avait même dans le livre de Sheryl Sandberg en Lean-In qu'elle a parlé d'une étude qui démontrait que les hommes postulaient quand il y avait 60% des critères, puis les femmes, elles avaient besoin d'à peu près 100%. Donc, c'est sûr que cette étude-là, les gens ont questionné la crédibilité, mais c'est quelque chose que j'ai vu moi-même parce que dans ma carrière, en parallèle de travailler en diversité, j'avais travaillé pendant 8 ans avec l'Université de McGill comme coach de carrière, où je faisais du coaching aux étudiants. Et j'ai vu ça. Il y avait souvent des femmes incroyables, très scolarisées, brillantes. Puis il fallait que je les convainque d'appliquer pour certains rôles. C'était comme, est-ce que vous avez appliqué pour ça? Puis, je suis pas sûre. Je sais pas si j'ai vraiment assez d'expérience. Tandis que les hommes, les candidats étaient comme, ils postulaient tout de suite. Donc, il y a quand même un aspect de confiance qui, je pense, empêche certaines personnes pour postuler. Puis culturellement aussi, ici, on est dans une culture où on a appris de oser. C'est comme, combien de fois est-ce qu'on dit « vous n'avez rien à perdre. Vas-y, essaye, vous n'avez rien à perdre. » Mais c'est pas la même chose dans toutes les cultures. Dans certaines cultures, c'est mal vu d'aller postuler pour quelque chose que j'ai pas tous les critères. Donc, de convaincre quelqu'un de dire comme, OK, mais juste essaye, c'est pas naturel pour cette personne-là. Donc, je voyais aussi que certaines cultures, faut les encourager de postuler. Même si c'est 5 ans d'expérience, ça se peut que 3 ans, c'est correct. Donc, c'est le premier conseil, c'est de regarder les critères en détail et enlever tout ce qui est pas comme crucial, je dirais, là, puis de minimiser ça. Et l'autre chose, c'est le langage dans l'affichage, parce qu'il y a des études qui démontrent que même le type de langage qu'on utilise, il y a certains mots qui sont plus comme homme que femme. Par exemple, quand on dit comme axé sur les résultats compétitifs, inconsciemment, on est en train de décrire un homme, comme avec nos stéréotypes. Et ils disent qu'ils démontrent que les femmes ne vont pas nécessairement postuler parce que c'est comme on ne se voit pas là-dedans. On peut trouver une posting puis dire que je ne sais pas si je me retrouve là-dedans. Puis les hommes, c'est la même affaire. Quand ils disent beaucoup de mots comme empathie, une bonne écoute, communication, ça, c'est des mots qui sont plus associés avec des femmes.
Et ensuite, ça se peut que les hommes ne postulent pas. Mais pour les rôles de leadership, les deux sont importants, sauf que les affichages sont souvent écrits plus avec des mots « homme ». Donc, c'est ça je me questionnais. Si l'emploi, ça prend vraiment accès sur la performance, la compétition et tout ça, comment tu peux écrire cet affichage-là sans amener ces préjugés-là. Oui, c'est ça. Sans biaiser, sans biaiser, alors que c'est vraiment ça que tu recherches, je pense que c'est important d'avoir certains mots comme ça, mais je pense qu'il faut avoir la contrepartie parce que, par exemple, un rôle de leader, oui, accent sur les résultats, c'est important. Peut-être, je sais pas, compétitif ou franc ou quelque chose comme ça. Mais un bon leader, c'est quelqu'un qui écoute très bien aussi, qui a l'empathie, compassion. Mais c'est rare qu'on trouve ça dans un affichage de poste, même si c'est des critères qu'on cherche ou qu'on sait qu'ils sont très importants. Alors, les affichages peuvent être assez biaisés sur un certain profil. Puis même si des fois, le jargon qu'on utilise, comme on disait, comme quelque chose comme ninja, ou des fois, on utilise des mots comme cool, mais c'est aussi des mots qui sont plus associés avec des hommes. Puis on pourrait peut-être trouver d'autres mots là, que ça. Donc, de regarder un peu. Mais maintenant, il y a des logiciels... c'était une participante dans une formation qui m'en a parlé qu'on peut mettre notre affichage dedans, puis ça nous dit est-ce qu'on est en train d'utiliser des mots qui sont trop genrés. Là. Donc, de plus en plus, ça devient de plus en plus facile d'aller décoder un peu quel mot qu'on utilise. Là. Est-ce qu'il y a des mots neutres? Oui. C'est bon, c'est une bonne question. Bonne question. Je sais pas. C'est sûr que oui, je connais pas. Mais c'est sûr que oui, il doit y avoir des mots qui sont entre les deux aussi. Puis c'est d'aller chercher ces mots-là ou peut-être d'écrire d'une autre façon là, pour balancer un peu l'affichage, là, pour que les gens se retrouvent là-dedans aussi. Mais c'est très touché, j'ai envie de dire quand même, parce que inconsciemment, on est affecté par nos propres biais cognitifs. Ah oui, exactement. Je trouve ça super intéressant parce que de la manière que tu en parles, d'un côté, il y a comment les futurs employés ou les candidats, en fait, vont percevoir l'affichage, et d'un autre côté, qui est le sujet d'aujourd'hui, mais que j'aimerais quand même qu'on revienne sur l'aspect plus des candidats, parce que je trouve ça intéressant, mais aussi comment nos propres billets en entrevue viennent influencer le processus de sélection. Ah oui. C'est vraiment d'une part comme de l'autre. Oui. C'est ça, il y a beaucoup de choses inconscientes à prendre en considération, mais comment peut-être être plus aware. Oui. J'utilise des anglicismes, là, allumé là-dessus. Mais être conscient de ces angles morts-là. Oui, c'est ça. Mais je dirais la grande majorité des préjugés sont inconscients. C'est rare. Oui, il y a des gestionnaires qui vont venir dans une procédure de recrutement puis peut-être dire comme je veux pas tel profil. Oui, ça arrive. Mais souvent, on est en train de penser que nos choix sont objectifs, mais finalement, sont très subjectifs. Puis je pense que c'est vraiment la prise de conscience, là. C'est de démontrer aux gens que OK, est-ce que vous avez fait ce choix-là parce que, tu sais, de les questionner un peu plus sur les choix qu'on fait, parce que c'est des réflexes souvent, tu sais, les choix qu'on fait, qui on invite pour une entrevue, souvent, c'est basé sur nos affinités. Tu sais, c'est comme le biais d'affinité, c'est un des plus grands qu'on trouve, là. Puis pas juste en recrutement. Je suis sûre qu'on dans plusieurs processus que vous avez peur. Qu'est-ce que tu veux dire, le biais d'affinité? Oui, c'est ça. Donc, le biais d'affinité, c'est la tendance qu'on a de favoriser quelqu'un qui partage les mêmes choses que nous. Puis ça peut être physiquement. Ça peut être aussi, ils sont allés aux mêmes écoles que moi. Ils viennent de la même industrie. On partage, j'ai vu sur son CV, on partage un amour pour, je sais pas, les jeux vidéo. Tu sais, c'est toutes ces affinités qui jouent dans nos choix. Et c'est super intéressant parce qu'on le fasse tous. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler comme recruteur pendant longtemps aussi dans mon rôle à la banque. Puis, j'ai réalisé que j'ai favorisé, par exemple, des candidats inconsciemment. Là, j'ai pris conscience à un moment donné que j'ai favorisé les candidats qui avaient déjà fait comme des sports en université. Ils faisaient partie d'une équipe. Parce que moi, je joue au soccer, j'adore ça. J'avais beaucoup d'admiration pour les athlètes qui étaient étudiants. Là, c'est comme « wow! Mais tu sais, ça peut être quelque chose d'autre. Une de mes collègues joue un instrument, joue le piano pendant des décennies, puis là, elle favorise
elle voit ça sur un CV, puis elle sait la discipline que ça prend. Puis tout d'un coup, tu sais, on a un sentiment favorable pour ce candidat. Donc, même les loisirs et tout ça, c'est des choses qu'on réalise que, tu sais, mes parents m'ont toujours dit, il faut aller chercher une éducation, une maîtrise, toutes ces choses-là. Je savais qu'inconsciemment, je favorisais des candidats, même si ce n'était pas important pour le rôle, qui ont une maîtrise, qui ont une éducation. Tandis que ma collègue, c'est l'opposé, parce qu'elle pense que c'est pas nécessaire, puis elle avait juste ça, ou tu sais, elle est la seule qui est allée à l'université dans sa famille. Tu sais, on amène tout notre bagage dans le processus d'évaluation, puis on ne réalise même pas. Donc, dès qu'on commence à questionner un peu nos réflexes, c'est là qu'on peut minimiser certains de ces biais-là, mais la plupart des fois, on ne réalise pas qu'on le fait. Donc, c'est vraiment de prendre conscience, d'en parler, puis faire ces réflexions-là. C'est lié à nos expériences personnelles. Oui. Tu sais, même quand tu vis quelque chose de négatif aussi, j'imagine que peut-être ça peut venir aussi influencer recrutement. 100%. Tu sais, comme je veux pas cette personne-là. Exact. Parce qu'elle a Exactement. chose, le candidat qu'on a rencontré, ça fait 5 ans qu'il y avait telle chose, que ça n'a pas marché avec telle personne. Ouais, c'est ça. Là, c'est l'expérience qu'on le garde, puis là, on est comme, je suis pas certaine, ça a déjà fait. Donc, c'est tout ça qui est en train de jouer dans nos décisions. Ça joue tout le temps dans l'arrière-plan, donc il faut continuer à les questionner. Puis en fait, vous avez bien dit, ça commence avec notre identité culturelle. Même par de préjugés dans n'importe quel processus. On parle toujours de nous-mêmes, de faire la réflexion de d'où est-ce que je viens, qu'est-ce qui m'a influencé, quel message que je faisais. Ça part toujours de ça, de voir c'est quoi nos propres préférences, préjugés, etc. Puis, OK, comment ça impacte au travail? C'est dans le recrutement. Une des solutions, ça serait qu'il y ait quelqu'un avec toi qui fait l'affichage de poste puis qui est là dans le recrutement, en fait, pour venir un peu contrecarrer comme ces biais-là inconscients. Oui, c'est ça que j'avais en tête. Est-ce que quelqu'un d'externe même pourrait... Mais ça peut être externe ou je dis, ça peut être même quelqu'un sur ton équipe qui est comme un profil différent. Donc ça, c'est toujours une des solutions qu'on trouve comme un peu partout dans le processus de recrutement, c'est de diversifier votre comité de sélection. Donc si c'est toujours les mêmes personnes, puis si c'est quand même un groupe homogène, mais c'est sûr qu'on trouve toujours les mêmes choses. Mais on peut toujours aller chercher l'appui ou l'opinion de quelqu'un. Ça n'a même pas besoin de le gestionnaire qui embauche, mais peut-être quelqu'un senior sous l'équipe ou... Viens-moi à l'entrevue ou fais la présélection avec moi, j'aimerais savoir c'est qui vos... qu'est-ce que vous pensez? Parce que comme ça, on va voir que, OK, j'ai pas pensé à ça. Ou, intéressant, cette personne-là est biaisée vers ça. Mais souvent, malheureusement, les équipes qui font les présélections ou les sélections sont assez homogènes. Donc, on a un peu le même profil qui ressort, les mêmes choses qu'on ressort, puis on embauche la même sorte de personne. Ça confirme le biais que tu as mentionné tantôt. Là, exact. Exactement. On veut quand même un peu de toujours le même profil. Donc, c'est dur d'aller chercher quelque chose de différent s'il n'y en a pas d'autres personnes autour de la table. Est-ce qu'il y a d'autres biais que tu vois souvent ou que tu il y a souvent beaucoup. Je dirais, biais d'affinité, c'est gros. Il y a les biais de confirmation aussi. Donc, ça, c'est l'idée, si on est des préconçus de quelqu'un ou un élément, mais là, on va chercher toutes les informations qui confirment qu'est-ce qu'on pense déjà. Puis souvent, notre première impression aussi est faite dans les premières 5 minutes, puis après ça, on va aller chercher les choses qui confirment notre première impression. Mais c'est, par exemple, si on est quelqu'un qui pense que quelqu'un qui écrit avec la main gauche est plus créative. On entend ça souvent. Mais c'est sûr que, j'ai un rôle de marketing. La personne écrit avec la main gauche. OK, c'est créatif. Oui, tel exemple. On est en train de confirmer qu'est-ce qu'on pense déjà. Tandis qu'on peut avoir un autre candidat qui écrit avec la main droite. Mais là, on n'est pas en train de chercher cette compétence-là. Donc, c'est sûr que... puis, on peut voir ça culturellement. Si on a un stéréotype que les Asiatiques sont bonnes en mathématiques. C'est sûr que j'ai un rôle d'analyste. Ça part déjà avec peut-être une biais positif pour ce candidat-là. Puis là, je veux confirmer qu'est-ce que je pense déjà. Donc, c'est facile après d'aller confirmer qu'est-ce qu'on pense déjà parce qu'on a cette idée préconçue. C'est ça, j'allais dire. On a parlé de... Là, mettons, les exemples qu'on donnait, c'était quand même positif. Mais j'imagine qu'il y a des biais que c'est pas nécessairement positif. C'est au désavantage des candidats. Oui, c'est sûr. C'est comme, par exemple, les femmes dans les rôles de gestion. Si c'est dans disons, c'est dans un milieu qui est assez masculin,
c'est sûr qu'elle ne rentre pas dans le stéréotype. Puis là, c'est comme, mais est-ce qu'elle va être assez forte? Est-ce qu'elle est trop émotionnelle? Il y a quand même certains stéréotypes qui vont avec certaines personnes. La culture asiatique, il y a des stéréotypes que les Asiatiques sont plus introvertis, par exemple. Mais est-ce que la personne va être capable de prendre leur place? Il y a tout, ça peut aller positif dans certains cas et négatif dans le cas, dépendamment le rôle qu'on cherche. Là. Donc, je vois aussi un lien avec le nom sur oui. le CV. Là. J'ai l'impression ça peut tant être positif que négatif, peut-être. Ah oui. Puis le nom, c'est tellement drôle. Quand j'anime une formation, je fais toujours un exercice où je donne un CV fictif. Là. Je fais un CV fictif sur un rôle sur leur compagnie, puis je les demande, OK, vous avez ce CV devant vous, c'est quoi les premières choses que vous regardez? Souligner les 2-3 choses que vous regardez premièrement. Okay. Puis tout le monde souligne l'expérience de travail, les compétences. Il y a peu de gens qui vont souligner le nom. Est-ce qu'ils ont peur de le vulgariser? Je dirais les personnes qui sont honnêtes, ils vont le mettre, mais la plupart du monde ne le souligne pas du tout. OK. Parce que pour eux, dans leur tête, quand je pose la question, je suis comme, OK, personne n'a souligné le nom. Non, c'est pas important. Moi, je regarde pas le nom. Ils pensent que c'est pas important du tout. Puis là, je demande, OK, alors vous allez rencontrer la personne en entrevue, donc vous savez même pas si c'est un homme ou une femme. Vous n'avez pas fait ce constat-là. Ouais, peut-être, ou non, mais c'est pas important. Donc là on parle, puis je l'explique un peu. C'est ça qu'on voit tous. C'est la première chose qu'on regarde. Puis juste le nom, on a fait une image. Une image positive, une image négative. On a déjà saisi peut-être dans nos têtes, est-ce que c'était un homme ou une femme? Ouais. C'est normal de regarder le nom puis penser à quelque chose. Puis après, on parle de toutes ces études-là. Donc, il y a beaucoup des études qui ont été faites au Canada, au Québec aussi, qui démontrent qu'on a plus de chances d'appeler pour l'entrevue si on a un nom anglophone ou francophone versus un nom maghrébin ou asiatique ou africain ou etc., donc racisé. En fait, il y en avait un qui était fait juste en 2020 là, à Québec et à Lévis, puis on comparait et on envoyé le CV je pense que c'était Marc-André Tremblay ou quelque chose comme ça, un autre Québécois, oui, c'est ça, versus des noms maghrébins, latino-américains. Okay. Et puis, la personne qui avait un nom francophone avait 37 %, je pense, 3 fois plus, c'est ça. 3 fois plus de chances d'être appelé pour une entrevue. Puis c'était les mêmes CV, mais c'est juste le nom qui a changé. Donc c'est à compétence égale? Compétence égale, même CV, c'est juste le nom qui a changé. Okay. Puis ce genre d'études a été faite comme souvent, là. Puis c'est toujours le même résultat parce que oui, il y a peut-être un pourcentage petit qui sont comme, non, moi, je veux un Québécois ou quelque chose, mais normalement, c'est inconscient parce que déjà, on voit le nom. Puis je sais, je l'ai déjà fait. Je m'en souviens, je regarde des CV, puis on tombe sur un certain nom, puis déjà, on dit, ça peut être intéressant. Puis là, il faut se questionner, mais pourquoi? Oui, c'est ça. Puis là, parce que on regarde le nom, puis on imagine cette personne-là sur l'équipe qui est déjà en place. OK. Puis on est en train de dire comme, oui, OK, ça va matcher bien, la personne va s'intégrer. La question de la langue, tu sais, si c'est pas un nom anglais ou français, mais c'est sûr que tout de suite, la personne va se questionner, mais est-ce que la personne a les compétences de la langue, même s'ils sont nés ici? Donc, c'est tout l'inconscient qui joue dans ça. Puis souvent, ces choix-là sont faits dans des millisecondes. Donc, donc c'est ça le problème aussi. Et c'est pas juste, en fait, c'est ça, c'est pas juste le nom. Même, c'est ça, les loisirs peuvent donner une idée de le statut socio-économique de quelqu'un, puis inconsciemment, ça joue aussi. Quand ils ont fait des études dans des bureaux avocats, ils ont réalisé que les gens qui mettaient les hommes qui mettaient plus des loisirs comme polo, puis tennis. Golf? Ouais, golf. Étaient plus embauchés ou appelés pour entrevue que ceux qui mettaient d'autres sports ou d'autres loisirs qui étaient moins comme prestigieux. Parce qu'encore, on imagine. On imagine, telle personne va bien fitter dans l'entreprise. Et puis, c'est super intéressant. Puis, je pense pas que c'est par exprès. Je pense que c'est vraiment cette idée, l'image qu'on a de quelqu'un dans nos cerveaux. J'ai quand même une question avec ça, puis pardonnez-moi si ça n'a pas rapport. Mais, non. Est-ce que dans certains cas, c'est vrai? Parce que je sais qu'on en parle beaucoup parce qu'on le sait qu'il faut déconstruire l'idée. Oui. Mais est-ce que dans certains cas, il y a des choses qui sont vraies?
Quand même. Donc de regarder certains loisirs qui vont amener à une bonne embauche ou... Peu importe, là, c'est un stéréotype, un biais. Peu importe le biais, le préjugé qu'on peut avoir. Est-ce que dans certains cas... oui. Parce que je suis quand même consciente aussi que notre cerveau fait des raccourcis mentaux. C'est quelque chose d'inné, d'acquis qu'on fait. Oui. C'est ça. Mais c'est ça, dans certains cas, est-ce qu'on a raison ou on... C'est ça, on tombe pile là-dessus. Non, c'est une bonne question. C'est vrai que, tu sais, nos préjugés sont basés sur les raccourcis de notre cerveau, qui sont basés sur des expériences réelles aussi. Donc, c'est vrai que des fois, je peux avoir un préjugé, puis c'est vrai. Tu sais, j'ai pensé que telle personne, ce sera pas un bon candidat parce que, OK, peut-être son nom, OK, je ne sais pas s'il va bien parler la langue. OK, finalement, dans l'entrevue, ça marche pas. Tu sais, ça se peut. Le danger, c'est que si on fie trop sur le préjugé, ça peut rentrer dans un stéréotype, puis ça peut être complètement fausse. Alors, il faut toujours... Je pense que c'est tout à fait normal d'avoir certains préjugés. Puis on ne devrait même pas se sentir mal quand on a une image ou quelque chose parce que souvent, c'est basé sur une programmation qui est là depuis qu'on est né. Donc, on ne peut pas juste les effacer. Mais c'est plus d'être conscient de qu'est-ce que je pense, mais après ça, d'être capable de dire comme, OK, wow, j'avais vraiment pas raison. Donc, juste le fait d'être conscient que c'est un préjugé, que je rentre dans la discussion avec ça, déjà, ça minimise beaucoup parce que je suis ouverte au fait que peut-être j'ai pas raison. Puis je m'en souviens, ça m'est arrivé une fois, je faisais aussi des entrevues à McGill pour les candidats qui rentraient dans le programme MBA. OK. Puis, tu sais, on recevait des candidatures d'un peu partout du monde. Puis, je m'en souviens, j'ai reçu la candidature d'un candidat asiatique. Puis, la personne avait écrit la lettre de motivation. Puis, c'était quelqu'un qui avait quand même un background en fashion ou quelque chose. Okay. Là. Donc, j'avais lu ça. Puis, le nom, moi, j'avais présumé que c'était le nom de femme. Donc, j'ai dit, OK, c'est une femme asiatique. Elle avait écrit quelque chose sur le fashion, puis ça. Puis, honnêtement, l'exemple qu'elle avait donné dans sa lettre de motivation n'était pas super bon. Là. Je dis comme ça la valorisait pas parce que j'ai eu l'impression que OK, ça va être une diva, quelque chose. C'est ça l'impression quand j'ai lu, là. Puis c'était vraiment dans les stéréotypes, là. Mais j'étais conscient du fait que, OK, je sais que je rentre dans cette rencontre avec un stéréotype. J'étais conscient. Puis j'étais tellement surprise, c'était en ligne. Puis finalement, c'était un gars. Puis il était hyper sympathique, adorable. Puis, tu sais, c'était comme complètement le contraire que j'aurais pensé. Puis il était ami dans le programme, il était super. Mais je riais après parce que je dis, mon Dieu, c'était vraiment dans le champ sur celui-là parce que j'avais lu la lettre, j'ai pensé que c'était une femme, puis j'avais pas raison. Donc, je pense que c'était très important d'être conscient de c'est quoi mon première impression, qu'est-ce que je pense quand je rentre dans cette entrevue-là de la personne déjà. Ouais. Parce que comme ça, je suis dans une meilleure position d'aller la critiquer. Puis ça, c'est un autre... Ça, c'est un conseil qu'on donne aux gestionnaires de jouer le rôle d'avocat diable. Ouais. Donc, dès que j'ai une bonne impression de quelqu'un, mais là, il va falloir que je sois un peu plus critique pour aller chercher de l'autre côté de la médaille. Et la contraire, quand je sais que je rentre dans une entrevue où je suis pas certaine du profil, où j'ai une préjugé négative, mais là, j'essaie de chercher des points positifs pour balancer parce que c'est dur de rentrer dans une situation neutre. Ouais. C'est dur, là. C'est presque impossible d'être neutre. Ouais, mais on peut au moins être conscient de, OK, je sais que j'ai un sentiment favorable, mais je le mets à côté, là, puis j'essaie de vraiment concentrer sur les faits dans ce rôle-là. Donc, c'est ça qu'on peut faire pour minimiser un peu. Allais-tu dire quelque chose? Moi, en fait, je voulais juste revenir parce qu'on parle beaucoup de fit depuis tantôt. Je sais pas si tu avais d'autres choses à dire avant qu'on aille là. Vas-y. Oui. OK. Ben, je me demandais, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par on cherche le meilleur fit, en fait, dans une organisation, comme quand les gens disent ça? Ah oui, ça, c'est comme la ligne préférée de tout le monde. Là. Ouais. Genre, on entend souvent comme « Ah oui, le candidat était vraiment bon, mais je sais pas, il y a quelque chose, je pense pas qu'ils ont le bon fit. » Donc, j'ai entendu ça souvent, puis... Quand on pose la question, justement, qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, souvent, ils vont dire comme, mais tu sais, je veux que la personne partage, ils ont besoin d'avoir les mêmes valeurs et tout ça. Puis là, on va dire comme, mais oui, la personne a démontré ceci, cela, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? C'est que je veux que la personne s'intègre immédiatement dans mon équipe. Puis
c'est le genre de personne que je peux aller prendre un verre avec après. Ou, je peux luncher à midi. On a des choses en commun. Alors, c'est plus le fit, je pense que inconsciemment, ça veut dire plutôt que je vois cette personne-là un peu comme je vois les autres sur mon équipe, comme un peu le même. Là. C'est un peu homogène, je dirais. Okay. C'est même plus assimilation que l'inclusion. Ouais. Et puis, je donne un exemple. Disons qu'on a une équipe de jeunes, de jeunes employés dynamiques. Puis là, on dit, je veux une jeune personne parce que ça va fitter, là, ça va s'intégrer bien. Et on essaie de pousser les gestionnaires plus vers le culture add, on a culture fit puis culture add, puis c'est de se questionner, mais qu'est-ce qui manque sur mon équipe et qu'est-ce qui pourrait être une valeur ajoutée à mon équipe? Alors, dans une équipe de jeunes, c'est sûr que oui, si je prends un autre jeune, ça s'intègre, mais là, j'ai une équipe homogène. Qu'est-ce que serait la valeur ajoutée d'embaucher quelqu'un un peu plus senior, peut-être quelqu'un qui pourrait mentorer les autres, qui a plus d'expérience, qui a une perspective différente. Donc, qu'est-ce que ça pourrait rajouter à ton équipe? Au lieu d'aller toujours avec la même, mais qu'est-ce qui pourrait amener, qu'est-ce qu'on peut chercher qui serait différent? Mais c'est comme une question, c'est bien de poser avant qu'on embauche, d'encourager les gestionnaires de regarder, mais c'est quoi le profil de mon équipe présentement? Ah oui, OK, j'ai beaucoup de jeunes ou j'ai beaucoup de personnes comme ça. Ah oui, c'est beaucoup de femmes. Tout le monde a une expérience dans telle industrie. Ça, on voit souvent, là, les gens qui ont une expérience industrie de la même. Puis là, c'est comme, OK, ce serait quoi la valeur d'ajouter quelqu'un différent? Ah, qu'est-ce qui vous manque? Ah, ce serait bien d'avoir quelqu'un de tel profil. Donc, de commencer les shifter à penser plus à qu'est-ce qu'on pourrait rajouter. Donc, mais quand même, en lien avec ça, est-ce que les recruteurs ont le droit de, par exemple, je reprends un peu ton exemple, il y a beaucoup de femmes dans mon équipe. On a-tu le droit d'arriver en entrevue et de dire « Ah, on a beaucoup de femmes, m'a considéré plus les profils masculins. » Ça se fait-tu vraiment? Bien, honnêtement, quand j'ai travaillé dans le centre de carrière, on était tous des femmes, puis on voudrait avoir des hommes. Puis on discutait ouvertement parce que si on parle de diversité, c'est fun d'avoir une dynamique. Par contre, il y avait, tu sais, si on va par la loi, tu sais, c'est comme les femmes, c'est considéré un groupe minoritaire et donc il faut prendre, puis c'est là où, en tout cas, ça, c'est une autre discussion pour une autre journée, mais c'est là qu'on dérape, je pense, un peu de c'est quoi l'inclusion. C'est pas aller de cocher des cases, là. Tu sais, pour moi, si je vois une équipe puis c'est toutes d'hommes ou toutes de femmes, tu sais, si je veux vraiment la diversité, puis l'apport de la diversité, c'est d'avoir d'autres perspectives. Je comprends. Si on est plus de femmes, mais ce serait intéressant d'aller chercher un profil masculin pour combiner avec ça. Puis l'inverse est la même chose. Donc, si on reste vraiment dans pourquoi est-ce qu'on veut ça. Puis, exactement, si on veut les meilleurs candidats, mais il faut aller regarder partout. Puis encore, la valeur ajoutée, c'est quoi la valeur ajoutée d'avoir une perspective d'homme? C'est une autre perspective, ça amène la créativité, l'innovation. Donc, je pense qu'il faut toujours retourner à la base de pourquoi est-ce qu'on veut des profils différents. OK. Mais les études démontrent qu'on a des profils différents, puis tout le monde peut contribuer quand même. Mais là, on a l'innovation, la créativité, ça peut augmenter la performance, mais il faut avoir des perspectives différentes. Là. Donc, moi, je serais tout à l'aise de dire comme, vous avez trop de femmes. Non, je dirais pas comme ça, mais c'est comme, ce serait quoi la valeur d'avoir d'autres profils? C'est quelqu'un différent, puis qu'est-ce que ça veut dire pour aller chercher ça? Donc, je pense que ce serait une bonne chose pour l'équipe. OK. Puis, est-ce que, là, ça va peut-être prendre une autre tournure, mais est-ce que, parce qu'il y a beaucoup, il y a l'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle, puis je me questionne au niveau de, tu sais, tantôt on mentionnait ça partait déjà depuis l'affichage du poste, parfois les préjugés, tout ça. Est-ce que l'IA peut venir peut-être soit aider ou peut-être aggraver un peu ces préjugés-là, comme comment... c'est des bonnes questions parce que c'est encore, je veux dire, en évolution, parce qu'au début, les gens commençaient à utiliser IA, ça fait quelques années, là, OK, on peut utiliser le IA même pour faire l'analyse dans une entrevue vidéo, tu sais, des choses comme ça. Puis au début, tout le monde était comme, wow, ça va sauver du temps, on peut. Puis tout de suite, on a réalisé qu'il y avait
tellement de préjugés dans ces processus-là parce que... Ça, c'est basé sur les créé par un humain. Ben, c'est ça. Donc là, tout le monde a mis à côté ça. Ouais. Je pense que c'est encore... j'entends des choses, mais c'est ça, de décoder un peu les affichages. J'avais déjà vu quelqu'un ou une compagnie qui disait, au lieu de, comme pour la présélection, discuter les billes d'affinité, des choses comme ça, puis c'est sûr qu'on peut enlever le nom, on peut enlever certaines caractéristiques. Il y avait une compagnie que j'avais lu que quand un candidat postulait, au lieu d'envoyer le CV, la personne pourrait juste créer un avatar, là, puis répondre à certaines questions qui donnaient un genre de profil, mais c'était pas lié à un nom, c'était pas lié à une identité de genre non plus. Donc, il y a peut-être des choses comme ça qui sont en évolution. Donc, je pense que ça pourrait aider à un moment donné, mais on n'est pas là encore. Donc, la plupart des compagnies font très attention maintenant parce que on n'a pas trouvé encore les solutions. Donc, je pense que ça pourrait à un moment donné, mais il faut faire attention parce que présentement, même l'IA est très biaisé aussi. Là, donc, puis vu qu'on parle de technologie, je sais qu'il y a de plus en plus aussi d'entrevues de sélection en ligne, en personne. Est-ce qu'il y a des différences aussi ou des ressemblances au niveau des préjugés ou y a-t-il des choses qui changent? Oui, je dirais que ça rajoute un élément là, de difficulté parce qu'il y a des préjugés dans les entrevues, mais en ligne, la difficulté, c'est qu'il y a des personnes qui sont nerveuses, sont comme ça rajoute un autre élément. Des personnes qui sont super calmes en entrevue en personne, mais en ligne, c'est difficile. Ensuite, on a aussi comme la qualité de la technologie, même regarder dans les yeux. Il y a des personnes qui essaient de regarder le petit chose, là, la petite caméra. Mais il y en a d'autres, probablement vous êtes habitués. Moi, je suis devenue habituée, mais c'est pas tout le monde qui fait ça tout le temps. Donc, même quand on regarde pas, la qualité, aussi l'arrière-plan. Maintenant, on peut au moins mettre des choses, mais au début, des fois, je m'en souviens, je faisais des entrevues pour les étudiants pour le programme MBA, puis t'en avais dans leur chambre à coucher avec, il y a plein de choses, puis il faut que tu te dises, OK, non, c'est pas important, ça va rien dire, mais c'est dur d'enlever tous ces éléments-là aussi. Puis, je dirais, le plus difficile, c'est les vidéos de présélection, les vidéos que les personnes peuvent répondre puis envoyer. Ça, c'est vraiment tough, là. Ça, c'est vraiment tough, probablement, pour les personnes qui sont plus introverties, qui ont besoin d'un temps de préparation plus long, les personnes neurodivergentes, peut-être, ça crée d'autres enjeux. Ça, c'est vraiment difficile pour beaucoup de monde, là, parce que qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer vraiment? C'est comme la personne qui est capable de répondre dans une question dans 1 minute quand on le donne, puis penser sur le fly. Oui, peut-être si, je sais pas, si vous voulez un rôle de journaliste, mais pour la plupart des rôles, je pense que c'est tough, là. Ça peut inciter les gens à ne pas appliquer peut-être. Mais oui, absolument. Puis il y a des gens qui vont le faire, puis ils vont se frustrer tout de suite, puis comme, ils vont lâcher tout de suite, là. C'est parce que c'est difficile. Même si on peut refaire des fois, non, c'est sûr que ça va empêcher. Le langage, l'accent aussi. Si on a un accent ou on a besoin un peu plus de temps de penser et formuler une autre phrase, mais c'est sûr que ça joue tout là-dedans. Là, donc, Puis, ce serait quoi la meilleure façon de conduire une entrevue idéale? C'est pour essayer d'être le plus, on va dire, le plus neutre possible ou justement de s'assurer d'aller rejoindre la plus grande majorité de candidats. Oui. De quelle façon est-ce qu'on pourrait faire pour avoir justement une entrevue qui est optimale, idéale? Optimale. C'est dur, mais je dirais, au moins pour les entrevues en personne, même si c'est pas le fun, on dit de limiter un peu le small talk, là, parce que on crée beaucoup d'affinités juste dans ça. Donc, c'est un peu dur parce que c'est sûr qu'on veut mettre la personne à l'aise, là, mais le côté plus qu'on... humain aussi. C'est ça, il y a le côté humain. Ouais. Donc, de limiter ça, mais au moins de le mettre à côté, là, on a fait ça, puis là, on rentre vraiment dans le détail. Là. Si je peux faire une parenthèse, ça me surprend quand même, moi, personnellement, parce que, justement, je comprends que, il y a comme tu parlais, il y a le culture fit, culture add. Puis, on souhaite qu'une personne s'intègre bien dans l'entreprise. Oui. Fait qu'on dirait que ça me surprend quand même, moi, personnellement, qu'on essaye de minimiser un peu justement, est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce que ça va être... c'est dur. C'est dur parce que, c'est vrai, on veut que la personne s'intègre bien dans l'équipe, mais c'est dur de saisir la personnalité de quelqu'un dans une entrevue qui court. Puis aussi, il faut se questionner tout le temps comme, quelqu'un peut être super compétent,
mais peut-être la personne ne sera pas mon amie après le travail. Tu sais, c'est comme ils vont faire un bon job, on a une bonne relation professionnelle, mais puis il y en a d'autres qu'on s'entend super bien, puis c'est le fun d'aller au travail. Donc, je dirais, il n'y a pas une réponse parfaite pour ça, là, parce qu'il faut trouver la bonne, je dis, entre les deux. Mais le problème, c'est que des fois, on fait des jugements trop rapidement sur l'aspect personnalité. Oui, je comprends. Puis juste parce que je m'entends bien avec toi, mais là, j'ai créé un biais positif. Puis tout ce que ce que tu dis, c'est check, 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 check. Puis écoute, tout le monde fait des mauvaises embauches, là. Puis souvent, les personnes qui étaient mauvaises embauches ou quelqu'un qui n'est pas compétent, ils ont bien passé l'entrevue, là. On a déjà vu des cas comme ça. « Ah, la candidate est super, can't wait! » Puis la personne rentre, puis tout d'un coup, t'es comme... Oh boy, comment est-ce qu'on va manquer ça? Mais ça va arriver, là. Puis le contraire, ça va arriver. Il y a des candidats en entrevue sont peut-être moins, je dirais, extrovertis ou, tu sais, on n'a pas cette affinité dans l'entrevue. Mais, tu sais, il y a des personnes qui sont moins à l'aise avec ça aussi, là, de faire le small talk et tout ça, mais c'est des bonnes personnes. Puis une fois qu'on les connaisse bien, mais là, on bâtit la relation avec, là. Donc, c'est ça aussi qui joue là-dedans, là. Ça me fait penser aussi à l'effet de primauté puis l'effet de récence. Oui. Parfois, passer les candidats en premier puis en dernier, puis toi, tu pars dans le milieu. Oui. Le cerveau inconsciemment va se souvenir plus du premier puis du dernier. Oui, exactement. Ouais. Ça aussi, l'ordre, puis le dernier candidat. Puis d'autres fois, on rencontre une candidate exceptionnelle le premier, là, mais là, le gestionnaire est comme, j'aimerais voir plusieurs profils. Puis t'es comme, oh my God, c'était le candidat parfait. Mais là, on veut comparer. Même si quelqu'un a un bon profil, on veut quand même avoir quelque chose à comparer. Puis ça aussi, ça peut créer des problèmes parce qu'après, est-ce que j'ai vraiment... j'aimerais voir d'autres candidats, puis la personne, juste parce qu'ils ont passé au premier, là, avait désavantagé à cause de ça. Donc, c'est toujours très délicat. Si on revient dans le fond pour une entrevue optimale, donc pas trop de... C'est correct, on introduit la personne, on l'accueille, mais on n'embarque pas trop dans le biais d'affinité. C'est ça. C'est ça, on essaie de garder... Puis c'est sûr qu'il faut être structuré, là, les mêmes questions pour tout le monde, d'avoir une grille qui est assez comme détaillée, je dirais. C'est comme la personne est en train d'expliquer quelque chose, d'aller creuser, mais la structure est importante parce qu'il y en a encore beaucoup de gestionnaires qui vont juste comme... parler, puis à toi, je vais demander une chose, à toi, la prochaine, puis tu sais, c'est pas équitable, donc on veut quand même rester avec un grille qui est structuré, d'avoir une autre perspective qui est là aussi, je pense que c'est toujours important. Puis c'est sûr que dans un monde idéal, on est conscient de nos biais pendant l'entrevue aussi. Donc, par exemple, les candidats, quand on vient d'une culture qui est plus collectiviste, donc souvent des pays asiatiques, par exemple, on est moins porté de se vendre dans une entrevue parce que c'est pas bien vu. Et dans une société qui est plus collectiviste, c'est plus en groupe. Tu sais, on fait des choses en groupe. Ça veut pas dire qu'on fait pas notre travail, mais on parle plus de l'équipe. On a fait ceci, on a fait cela. On veut pas se démarquer en disant comme j'ai fait ceci, j'ai gagné telle affaire. Mais pour quelqu'un qui fait l'évaluation, c'est plus dur parce que il va pas nécessairement comment évaluer cette personne-là. Et on est très convaincus par des personnes qui sont des bons vendeurs, là. Tu sais, c'est comme j'ai fait ceci, j'ai fait cela, non. Alors, ça aussi, quand on fait l'évaluation, il faut être capable d'aller creuser un peu plus avec les exemples, de demander plus de questions, mais c'est quoi votre rôle? Aller chercher les informations, même si c'est pas livré dans la façon qu'on aimerait, de pas laisser ça nuire à notre évaluation. Donc, tu sais, c'est d'être formé là-dedans, puis avoir une autre perspective, creuser un peu plus. Puis c'est ça, je dirais comme de se questionner tout au long là, de tous les projets qu'on peut avoir, là, parce que ça va rentrer dans nos têtes. C'est sûr que c'est ça. Si je peux faire le parallèle, dans le fond, tantôt, on mentionnait que les femmes, comment je fais ça? Ils appliquaient sur un poste quand c'était à 100% des critères cochés, puis les hommes, c'était à 60%, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'il peut y avoir un parallèle avec ça sur le fait de comme, est-ce que les femmes en entrevue, selon les recherches ou quoi que ce soit, selon tes connaissances, est-ce que les femmes aussi vont moins se vendre et
Et si elles ne se vendent pas, est-ce qu'il y a des façons de faire pour qu'elles puissent mettre leur qualité et leurs compétences de l'avant, notamment, exemple, par des mises en situation ou par d'autres éléments? Donc, les femmes, le problème, l'obstacle pour les femmes, c'est que il y a comme une double, comment on dit, double bind. Il y a comme une problématique dans le sens qu'une femme qui se vend, oui, c'est bien, mais elle va être critiquée beaucoup plus qu'un homme qui le fait parce que c'est pas un comportement qu'on cherche dans les femmes. Donc, par exemple, les négociations de salaire, au début, tout le monde disait, OK, c'était vrai que les femmes négociaient pas leur salaire. On le savait, puis je sais qu'on en a parlé beaucoup dans les recherches. Il faut aller négocier. Mais là, finalement, les femmes allaient négocier, puis les résultats n'étaient pas les mêmes pour les hommes parce qu'une femme qui négociait son salaire était mal vue comparé à un homme. Alors, c'est comme, oui, il faut le faire plus, mais on n'est pas habitué à ce comportement-là. Donc, quand une femme, les études démontrent que quand une femme démontre un comportement qui est considéré plus agressif ou homme, elles sont beaucoup plus critiquées. Alors, c'est ça la difficulté parce que on le voit ça pas juste au recrutement, mais vraiment au travail aussi. Une femme qui prend sa place, elle est supposée d'être gentille. Là. Donc, il y a tout ce dynamique qui joue. Donc, dans l'entrevue, ça peut jouer aussi qu'une femme qui se vend trop ou une femme qui négocie beaucoup, mais là, c'est comme, OK, elle est demandante. Elle va commencer à l'évaluer, puis la question, c'est toujours comme, mais est-ce que vous auriez dit ça si c'était un homme qui avait négocié le salaire? Donc, c'est ça les difficultés pour les femmes. Alors, il n'y a pas une réponse magique non plus parce que si elles font trop de négociations, on va l'évaluer négativement, mais il faut le faire aussi. Mais ça m'amène à un biais qui est intéressant à regarder, c'est le biais de performance versus potentiel. Alors, les études démontrent que les hommes sont embauchés et promus basés sur leur potentiel et les femmes sur la performance. Et si vous regardez n'importe quelle femme dans un rôle d'autre gestion, regardez les politiques. Okay? Les femmes qui sont dans ces rôles-là ont déjà démontré leurs compétences. Elles ont souvent fait beaucoup de choses très scolarisées. On regarde la liste. Et il y a une étude qui a démontré, c'était faite en 2022, je crois, qu'on a regardé une firme américaine qui est en commerce de détail, puis on a regardé à peu près 29 000 évaluations de performance sur une dizaine d'années. Puis cette compagnie-là a utilisé une grille d'évaluation où ils vont coter sur la performance et la potentiel. Puis quand on regardait les hommes et les femmes avaient scoré plus haut en performance et les hommes ont scoré plus haut en potentiel. Okay. Mais les hommes avaient 14 % plus de chances d'être promus que les femmes, même si les femmes avaient une performance qui était plus élevée. Parce que les compagnies valorisent plus la potentiel versus la performance. Mais je comprends pas parce que dans le fond, la femme, elle coche performante, alors tu sais qu'elle va bien faire la job avec performante, alors que l'homme, c'est un potentiel, ça veut pas dire qu'il l'est en ce moment. Non, exactement. Comment expliquer ça, dans le fond? Bien, c'est ça. Donc l'explication, c'est plus que comme compagnie, on va valoriser le potentiel, là, mais c'est pas mauvais de valoriser le potentiel parce que en général, juste parce qu'on a fait quelque chose dans le passé, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va être capable de faire un autre niveau. Alors, c'est ça qui est en arrière-plan. Puis le potentiel, c'est correct de se dire comme, OK, la personne a une bonne potentiel, on veut prendre une chance. Sauf que il y a comme une différence dans la façon qu'on évalue le potentiel d'un homme et une femme. Et même juste évaluer le potentiel... C'est très subjectif. Comment est-ce qu'on le fait? Mais si on regarde autour de nous, souvent, quelqu'un dit « Ah oui, c'est bien, là. Oui, je le vois. Il y a une bonne potentiel parce que les hommes se vendent bien en général. » C'est la confiance aussi. La confiance, surtout, ça fait semblant d'être compétence. On pense que quelqu'un qui est confiante est compétent, mais c'est pas nécessairement prouvé. Alors, c'est là qu'on commence à regarder. C'est vrai que souvent, les femmes, puis quand on parle avec les femmes qui sont dans les rôles de gestion, souvent, ce qu'elles vont me dire, c'est que non, c'est sûr que tout le monde me questionne plus, au travail même. Moi, j'amène une idée, tout le monde va critiquer mon idée ou me demander mes preuves. C'est comme, OK, prouve-moi ça. C'est comme, où est-ce que vous avez cherché ça? Tandis que leurs collègues hommes sont moins questionnés sur ces choses-là. Donc, on a tendance de questionner beaucoup plus. Puis encore, c'est inconscient, là. Je pense pas que personne fait ça par exprès. Mais quand une femme rentre dans un rôle de gestion, leadership,
on est porté de questionner plus parce qu'on n'est pas habitué à ça. Puis ça, en fait, ça, c'est un autre biais qui s'appelle role congruity bias, donc congruence des rôles. Quand on met quelqu'un dans un rôle qu'on n'est pas habitué de voir. Donc, disons une femme qui est une pilote ou une femme une présidente d'une compagnie. Oui, il y en a, mais il y a moins que des hommes. On a un stéréotype que ça regarde quoi, c'est quoi. Donc, quand on a une femme dans ce rôle-là, c'est sûr qu'on se questionne un peu plus inconsciemment, est-ce qu'elle va être vraiment capable? Est-ce qu'elle serait capable de dealer avec ces gars-là? On fait la même chose pour un homme qui va dans un rôle qui est plus femme. Disons qu'un homme postule pour un rôle dans une garderie. C'est dur, là. Il y a beaucoup de préjugés, là. Donc là, on va se questionner, OK, c'est quoi sa motivation? Pourquoi il veut travailler avec des jeunes enfants? Tous ces questionnements-là qu'on va avoir qu'on n'aura pas eu pour une femme parce que, justement, nos cerveaux ne sont pas habitués de voir. Donc, le plus qu'on a des femmes dans des rôles non traditionnels, le moins qu'on va questionner. Puis, il y a certaines places où c'est déjà arrivé, là, mais encore, on a ces préjugés-là envers les femmes, surtout dans des rôles de gestion. Puis, ça impacte aussi des différentes communautés culturelles. Dès qu'on n'est pas habitué de voir quelqu'un dans un rôle, on rentre beaucoup dans les stéréotypes, puis on a la misère à imaginer la personne dans le rôle aussi. Oui. Tu disais aussi au début que ça fait quoi, 20 ans à peu près que tu travailles là-dedans? En 20 ans, as-tu vu une évolution? Mais j'ai vu beaucoup d'évolution dans la sensibilisation, je dirais, des gestionnaires. Avant, quand on parlait de regarder dans les yeux, là, tout le monde était comme « Ah non, c'est important, la personne ne m'a pas regardé dans les yeux. » Je pense qu'il y a quand même une éducation que les gens ont compris que certaines cultures, le poignet de main n'est pas aussi fort. Ça ne veut pas dire que la personne ne regarde pas dans les yeux, qu'on ne peut pas leur faire confiance. Donc, je crois qu'en général, il y a quand même eu une sensibilisation, même dans le fait que on doit se vendre dans les entrevues. Il y a beaucoup de compagnies, même je l'ai vu dans les grilles d'évaluation, qui vont avoir une question. C'est comme, pouvez-vous me dire c'était quoi votre rôle dans ce projet pour aller chercher l'appui, au lieu de juste, la personne n'a pas répondu. Je pense que les gens étaient formés pour mieux aller plus loin dans leur questionnement. Je pense qu'il y a un peu plus d'ouverture aussi au niveau de l'apparence. Ça a évolué. C'est pas là, c'est sûr que c'est pas là encore, mais c'est ça. 5-10 ans là, avant, si vous appliquez dans une banque, là, dans un rôle vraiment finance, il faut porter le complet, habit, le complet. Bleu marin. C'est comme il y avait certaines choses que maintenant, la pandémie a aidé avec ça, je pense aussi. Mais c'est encore là. Ouais, c'est moi, encore les gens que je connais en finance, ils travaillent en complet de cravate. Encore. C'est encore là. Ça évolue. Il y a un peu plus d'ouverture, mais c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'inconsciemment non plus qu'on fait de l'évaluation aussi. Mais donc ça évolue. Mais je pense que c'est plus dans les... où il faut continuer à éduquer, c'est vraiment dans ces biais comme... c'est ça, la performance potentielle. Toutes les choses que même moi, je ne savais pas. 5 ans avant, c'est toutes des recherches nouveaux. Parce que même moi aussi, avant, j'étais comme, non, vas-y, négociez votre salaire, fais ceci. Moi aussi, j'ai encouragé les femmes à faire toutes ces choses-là sans savoir que il y a quand même peut-être quelque chose à considérer de l'autre côté si on fait ça. Donc, c'est de vraiment aller plus loin dans les préjugés qui sont plus profonds. Parce que je pense qu'il y a des bonnes volontés. Il y a beaucoup de gestionnaires qui vont dire, oui, on veut plus de femmes, on veut plus de ceci. Je trouve qu'il y a moins de résistance à des profils diversifiés. Mais ça ne veut pas dire que les préjugés ne jouent pas là-dedans. Là. Mais là, j'ai une question qui peut peut-être être intéressante. Là, mais on parle beaucoup de préjugés dans le recrutement chez les employeurs. Mais j'imagine qu'il y en a chez les employés aussi. Chez la personne qui va appliquer, elle aussi, peut-être qu'elle a des préjugés par rapport à l'affichage de poste ou même à l'employeur qu'elle rencontre. Absolument. J'imagine, est-ce que tu en connais des préjugés? Oui, mais c'est sûr que y a des personnes qui ne vont pas postuler pour certains rôles dans une compagnie parce que ils ont l'impression là, que la compagnie est comme, je sais pas, c'est trop vieux, ou c'est trop ceci, trop cela. Donc, les gens vont pas nécessairement postuler. Mais c'est toujours intéressant parce que là, il faut se questionner sur le branding que cette compagnie donne. Donc, tu sais, c'est comme... Est-ce qu'elle projette? Oui, c'est ça, projette, parce que surtout la jeune génération, les études démontrent que les jeunes générations veulent travailler pour un emploi qui est inclusif, que c'est important d'avoir la diversité, sont beaucoup plus d'emphase sur la diversité
sélection, ce qui est normal, là, parce qu'on évolue comme une société. Donc, des fois, en fait, utiliser ces statistiques-là pour encourager les employeurs à reconsidérer leur processus, parce que je dis, écoute, la jeune génération, si vous voulez les attirer, il va falloir que vous démontrez toutes ces valeurs-là. Donc, quand ils ne démontrent pas ces valeurs-là, c'est sûr qu'il y a des candidats qui vont peut-être avoir Peut-être ils sont inclusifs, mais ça ne colle pas avec le branding, là, ou ça se peut. Ou peut-être ils ne considèrent même pas, je ne sais pas. Mais c'est sûr que les employés ou les candidats sont en train de évaluer l'employeur aussi. Ouais. Puis comme aujourd'hui, présentement, parce que c'est dur de trouver un emploi, on est dans une situation où je pense que les gens sont très ouverts à prendre n'importe quel rôle. Ouais. Mais comme 5 ans avant, c'était le contraire. Hein? Juste après la pandémie, il y avait une grande pénurie de main-d'œuvre. Puis c'était le contraire. Ouais. Les employeurs avaient moins de sélection. Puis, tu sais, le pouvoir était sur les chercheurs d'emploi. Puis quand c'est sur les chercheurs d'emploi, mais c'est là que les entreprises doivent vraiment penser à leur branding, puis à tout ce qu'ils font pour attirer. Là. Donc, ça change dépendamment du marché. Mais présentement, on est dans un contexte qu'il y a beaucoup de monde qui ont la difficulté à trouver un emploi. C'est dur. Donc, là, les employeurs ont plus de pouvoir. Donc, peuvent être un peu moins, peut-être considérer un peu moins leur branding. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est comme un bon moment aussi pour eux d'aller chercher des profils diversifiés parce qu'il y en a. Tu sais, c'est comme... C'est sûr que vous dites « Ah, j'aimerais ça avoir un profil comme tel. » Mais probablement, vous allez trouver, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui cherche des emplois. Alors, c'est aussi une bonne opportunité, je dirais, pour que les gens commencent à regarder ceci aussi, là. Oui, exact. Ouais. Est-ce que... Justement, tu sais, là, on a passé plus au niveau des candidats. Justement, tu sais, je voulais qu'on en parle juste un petit peu. Est-ce que, considérant, tu sais, qu'on sait que les recruteurs vont avoir des biais, est-ce que tu as des conseils à donner peut-être aux candidats pour entrer en contact d'une certaine manière ou de garder aussi ça en tête, que ça se peut? Qu'il se fasse poser certaines questions. Y a-t-il des conseils à donner? Oui, mais c'est ça qui est intéressant quand je travaillais avec les étudiants à McGill. Fallait que j'ai les coachs là, sur qu'est-ce que l'employeur recherche. Puis formuler votre réponse comme ça. Puis on faisait même parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants internationaux. Puis on faisait même des workshops sur le poignet de main. Tu sais, comme pas le workshop juste sur ça, mais sur le non-verbal, puis de les influencer, de comme c'est super important, de prendre des notes, de regarder les yeux. Tu sais, on les influençait, on les coachait parce qu'on savait que il y a des employeurs qui vont regarder ça. Mais j'essaie de toujours le faire d'un côté un peu comme... C'est pas votre faute. Vous êtes bien comment vous êtes. Il y a beaucoup de bons employeurs qui ont déjà adapté à des cultures différentes. Puis, en fait, il y a des très bons employeurs qui sont habitués d'embaucher des étudiants internationaux. Tu sais, je pense à les banques. Là. Les banques sont vraiment comme très avancées dans la gestion des diversités en général. Ils embauchent beaucoup d'étudiants internationaux, sont très connaissants de tous les différences culturelles, puis ça ne les empêche pas du tout. Donc, c'est des bons exemples. Donc, je dis, il y a des employeurs qui vont comme vous prendre comme vous êtes, mais il y a d'autres qui sont pas là encore. Donc, si vous voulez augmenter vos chances, fais ceci, fais cela. On regarde les CV aussi, mets ceci. Donc, on essaie de les coacher, mais toujours avec un grain de sel parce que, par exemple, il y en a qui me demandaient est-ce que je devrais changer mon nom sur le CV. Ah ouais? Oh, la vaste majorité vont le faire même. Il y en a beaucoup qui vont angliciser leur nom. Il y en a qui le font, ils en font pas. Puis c'est dur moi, je ne croyais pas en ça personnellement parce que j'étais comme, c'est parti de ton identité. C'est toi. Mais je comprends aussi que vous avez investi tout ça dans votre éducation, vous venez d'un autre pays. Puis si je vous dis que vous avez 3 fois plus de chances d'appeler pour l'entrevue, je ne peux pas faire le choix pour eux. Donc, je dis comme, écoute, vous voulez travailler pour l'employeur qui vous respecte, qui va vous embaucher quand même, mais quand même, donc c'était un choix personnel, mais il y en avait beaucoup qui changeaient ou anglicisaient au moins leur prénom pour que, parce qu'ils savaient, là. Donc, puis c'est souvent une question, est-ce que je devrais? Donc, c'est ça qui me plate, là, parce qu'on ne veut pas changer la personne. J'aime mieux comme coacher les entreprises de valoriser la personne comme il ou elle est.
Mais on sait quand même que quand on est en recherche d'emploi, il faut quand même essayer de s'adapter là, à la culture où est-ce qu'on est. Mais c'est ça. Ça, c'est toujours un petit défi là, pour les étudiants. Puis, dans le fond, tout ce qui touche l'âge aussi, Oui. là, j'ai l'impression que... On dirait que je suis comme dans ma tête, moi, c'est inconcevable de demander l'âge à quelqu'un en entrevue, mais je sais que ça fait... Parfois, il y a des employeurs qui vont le demander. T'sais. Oui. Mais est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils vont trouver des façons parce que on peut juste regarder le niveau. Il y en a beaucoup qui sont plus, quand ils sont plus âgés, ils ne vont pas mettre l'année qu'ils ont eu comme leur bac ou whatever. Ouais. Ça, on voit. Mais c'est pas dur à voir si quelqu'un a comme 30 ans d'expérience qui sont probablement dans une certaine tranche d'âge. Ouais. Et non, c'est difficile pour les candidats plus âgés. Là. Il y a beaucoup d'agisme. D'agisme. Oui, agisme, c'est ça. Puis, par exemple, aussi, une jeune femme... C'est ça. Elle a une famille? Est-ce qu'elle va partir en congé de maternité? Exactement. Clairement, là. Oui. Veut pas, il y a plein de personnes qui vont quand même trouver... Bien, il y a des gens qui vont poser des questions qui c'est illégal, là, mais même après ça, ils vont quand même... Mais les questions, c'est ça. On ne peut pas poser aucune question sur la famille, est-ce que vous êtes enfant, tout ça. Rien sur le statut marital, rien sur... Même, en fait, les gens ne savent pas, mais on ne peut pas demander à quelqu'un... disons qu'on se rencontre en entrevue, puis je suis comme, wow, je sais que vous êtes un étudiant étranger, puis vous parlez français, disons. C'est comme, oh, wow, votre français est super bon, vous l'avez appris où? Ça, on ne peut pas poser comme question parce que ça force la personne à parler peut-être qu'il vient d'un autre pays ou quelque chose. Tu sais, c'est comme... Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux évaluer votre niveau de français ou anglais? Ça, on peut le faire. Mais demander où est-ce que vous avez appris, même si j'ai déjà été en entrevue avec quelqu'un, puis elle avait posé ça comme positive, là, puis elle a adoré le candidat. C'est oh, wow, c'est vraiment bien. Puis, tu sais, le candidat a expliqué puis c'était correct, là, mais la question comme telle n'est pas légale. Là, donc, il faut faire attention. Mais oui, agisme est quelque chose à considérer. L'apparence, comme on a parlé, ça influence. Puis, en fait, c'est intéressant, même la taille de la personne. Oui, ça, je sais, dans les études, là, quand tu es une grande personne, tu as plus de prestance. C'est ça, parce que l'écart, en tout cas... ils ont fait une étude aux États-Unis, puis il y a à peu près un tiers des dirigeants des entreprises dans le classement Fortune 500 qui sont 6 pieds 2 ou plus, donc 30 %, versus dans la population, c'est autour de 3,9 %. Donc, on a vraiment une préjugé favorable envers les hommes de grande taille parce que c'est ça, tout de suite, notre cerveau dit « leader », évoque la confiance, puis tu sais, c'est comme le modèle, c'est comme ça. Donc, c'est sûr que l'apparence, ça joue beaucoup, la taille. Un surpoids, ça peut créer des préjugés négatifs. C'est sûr qu'on n'a pas parlé, mais tu sais, les handicaps visuels qu'on voit ou, tu sais, comme même cachés, tu sais, tout ça, ça joue aussi beaucoup dans les préjugés qui va être appelé pour une entrevue et tout ça, là. Donc, il y a tout cet aspect d'apparence aussi qui joue beaucoup dans la décision, là. Est-ce que tu as puis sur la base, en fait, de ce que tu mentionnes, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux recruteurs ou pour justement peut-être venir déconstruire un peu ces préjugés-là? Puis, si tu voulais ajouter autre chose aussi qu'on n'a peut-être pas mentionné, qui serait intéressant. Mais la seule chose que je veux mentionner dans les préjugés, c'est l'impact dans la sélection. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas non plus, mais il y avait une étude qui était faite par Harvard Business Review, puis c'était assez reconnu. Puis, parce que souvent, on va demander, OK, il y a des gestionnaires qui vont dire comme, OK, je veux au moins une femme dans la liste de finalistes, ou une ceci, un cela, tu sais, pour s'assurer que le bassin est diversifié. Mais ils ont regardé ça, puis juste quand on a une femme, disons, dans une liste, dans un bassin de candidats, les finalistes, donc on a 5 finalistes, une femme, la probabilité qu'elle est embauchée, c'est presque 0 %. Mais quand on a 2 femmes, ça augmente par 97 fois. Donc, c'est parce que mentalement, si on a juste une de quelque chose, on va regarder ça beaucoup plus en profondeur. On va poser des questions sur le tokenisme. Tu sais, c'est comme, est-ce qu'elle l'a choisi juste parce que c'est une femme? Donc, ça amène plein de questions. Mais dès qu'on a 2 femmes, c'est comme,
OK, tu sais, là, on a des choix. Okay. Puis je pense toujours tu sais, quand on a regardé des élections pour la mairesse, ou tu sais, comme des choses comme ça, il y avait beaucoup de femmes. Donc, c'était intéressant parce que tout d'un coup, c'était pas, pour moi, personnellement, mentalement, c'était pas un enjeu, c'était pas comme, un obstacle. OK. Tandis que quand Valérie Plante était embauchée, comme élue, là, tout le monde était, OK, c'est parce qu'une femme. Mais là, on a déjà une, puis il y en a d'autres. C'est comme si ça déclenche quelque chose d'avoir plus d'une. Donc, même dans les finalistes et tout ça, le plus qu'on peut diversifier, ça se peut que l'homme est la bonne personne, c'est correct, mais le plus qu'on peut diversifier un peu les choix, ça augmente les chances qu'on va trouver la diversité que de juste de mettre l'emphase. Donc, ça, c'est juste la dernière chose pour compléter le boucle. Ben oui. Là-dessus, oui. Puis, je me demandais aussi, est-ce que tu avais un conseil peut-être pour les recruteurs? Oui, mais pour les recruteurs, la première chose, c'est il faut que les recruteurs font leur propre prise de conscience parce que dans les formations, souvent, on met de l'emphase comment est-ce que le recruteur peut influencer le gestionnaire. Puis c'est important, il y a des trucs pour le faire et tout ça, mais souvent, les recruteurs pensent qu'ils sont à l'abri de ces mêmes préjugés. Donc, il faut aussi, premièrement, être vraiment à l'écoute de vos propres préjugés parce que même si on est un gestionnaire qui dit « Non, montre-moi des profils comme ceci, cela », je dirais de prendre le temps de faire de la réflexion sur vos propres préjugés. Pourquoi est-ce que je favorise certains candidats que d'autres? Et je dirais c'est de continuellement questionner, puis s'entourer avec des personnes qui sont différentes de vous. Là. C'est ça, et puis ça, c'est intentionnel. C'est d'aller chercher des opinions d'autres personnes qui ne me ressemblent pas du tout parce qu'ils vont peut-être avoir un œil complètement différent sur le candidat. Donc, je dirais comme cette réflexion, il doit se faire vraiment au niveau de l'affichage, la présélection, mais de pas nécessairement penser les projets se trouvent dans les autres, parce que personnellement, je trouve ça souvent quand j'anime une formation, c'est comme « Ah, mon gestionnaire pense telle affaire, puis OK, mais vous? » Je sais qu'il y a des enjeux, c'est sûr, des fois, on voit des choses dans les autres, mais ça commence avec nous-mêmes, on a tous ces préjugés-là aussi. Absolument. Mais c'est un beau mot pour clore l'épisode. Oui. Est-ce que tu connaissais les jeux meilleurs? Non! Non? OK. Ben, dans le fond, c'est des jeux québécois, dans le fond. Puis nous, on aime ça dire apprendre à connaître l'humain en arrière du professionnel. Puis on finit toujours notre épisode avec une question qu'on pose à l'invité. Parfait. Puis dans le fond, Ariane en a présélectionné 5. OK, parfait. Tu peux en piger une, la lire, puis répondre, dans le fond. Bon, j'espère que je serai capable. Oui, la table est un petit peu loin. OK, bon. OK, quel but non professionnel aimerais-tu atteindre dans le futur? Oh boy! OK, ça, c'est tough parce que j'ai tellement de buts comme professionnels, là. Mais personnel, j'aimerais maîtriser une autre langue. Je parle anglais-français, mais j'aimerais quand même, je pense que c'est bon pour leur cerveau, là. Puis j'avais commencé avec l'espagnol, mais tu sais, je lâche, puis il faudrait vraiment que... Je pense qu'on est capable. Donc, je dirais d'essayer de maîtriser, au moins apprendre une autre langue. Ce serait comme quelque chose, là. Oui, ça serait quelque chose que personnellement, j'aimerais atteindre. Oui, puis il y a tellement de façons aussi de pouvoir le faire. Là, mais je pense qu'on est tellement bien outillés aujourd'hui que je sais que si je veux, je peux, parce qu'il y a du monde qui le fait, là, puis c'est tout à fait faisable. Là, donc, je dirais, OK, faut que je le fasse. On t'encourage! Oui. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup à vous. C'était un bel épisode. Puis merci encore d'être venu sur le plateau. Merci, c'était vraiment le fun. Merci. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. On espère qu'il vous a permis de faire de nouveaux apprentissages ou du moins d'alimenter vos réflexions. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est une bonne façon de soutenir le podcast. Pour découvrir plus de contenu des RH Podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok sous le nom de rh.podcast. Pour prolonger vos discussions, profitez d'un rabais de 15% sur les jeux de conversation meilleurs avec le code promotionnel RH. À très bientôt!